Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un document qui, franchement, frappe fort dès la couverture. Ah oui, on ne peut pas la rater. Le titre, c'est Takamul, ce qui veut dire complémentarité en arabe. Et juste en dessous, il y a une promesse, le chômage n'est pas une fatalité. C'est une affirmation très forte, surtout dans le contexte marocain actuel. Carrément. Et le document, il propose un modèle de développement pour, et là je cite, un Maroc qui avance à une seule vitesse. Et cette phrase, un Maroc à une seule vitesse, elle n'est pas du tout choisie au hasard. Non, bien sûr. Elle fait directement écho à un discours très important de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Il avait justement mis le doigt sur cette fracture. C'est ça. D'un côté, un Maroc qui se modernise, qui est dans l'économie mondiale, et de l'autre, un Maroc qui rame, quoi. Ce qui crée d'énormes disparités sociales et territoriales. Donc ce document, si je comprends bien, se présente comme une sorte de feuille de route pour répondre à cet appel royal. C'est exactement l'ambition affichée. D'accord, l'ambition est immense, mais bon, entre les grandes idées et la réalité du terrain, il y a souvent un monde. Est-ce que ce document propose un plan concret ou est-ce que ça reste de belles intentions? C'est toute la question. Notre mission aujourd'hui, c'est de creuser ça, de voir comment ce modèle compte s'attaquer à des problèmes aussi profonds. Et pour commencer, il faut poser le diagnostic. Quel est le point de départ du document sur l'économie marocaine? Alors, le document part d'un constat qui a déjà été souligné par plusieurs institutions comme le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. D'accord? Et c'est un énorme paradoxe. Le Maroc, il a des succès économiques, c'est indéniable. On pense tous aux usines automobiles, à l'aéronautique. Les grandes infrastructures, les ports. Voilà, tout ça, c'est la vitrine. Mais derrière cette vitrine, cette croissance, elle ne se transforme pas en emploi pour la majorité des gens. C'est ce qu'on appelle la croissance sans emploi. Et c'est ça qui est si frustrant, on voit les grands indicateurs qui sont au vert, mais quand on parle aux gens, le ressenti est complètement différent, surtout chez les jeunes. Quels sont les chiffres qui montrent ce décalage? Ah, mais les chiffres ils sont brutaux. J'imagine. Quand on dit que le chômage des jeunes en ville, il dépasse souvent les 35%, 35%. oui, il faut vraiment se le représenter. Ça veut dire que dans la rue, un jeune sur trois que vous croisez est sans emploi. C'est énorme. C'est vertigineux. Mais la statistique la plus folle, vraiment celle qui montre que le système est cassé, c'est celle sur les diplômés du supérieur. Ah ouais. Leur taux de chômage est 3 fois plus élevé que celui des non-diplômés. C'est le monde à l'envers. On leur dit « faites des études » et à la fin, le marché les rejette encore plus violemment. C'est une machine à créer de la frustration, en fait. Et ça nous amène à un phénomène dont on entend beaucoup parler. Le document utilise un acronyme S. Les NEET, ça a l'air un peu technique, mais derrière ces 4 lettres, il y a une réalité humaine qui est assez terrible, n'est-ce pas? Absolument terrible. NEET, ça veut dire ni en emploi, ni en études, ni en formation. En clair, ce sont des jeunes ils sont passés à travers toutes les mailles du filet. Ils sont sortis des radars. C'est ça, ils ne sont plus à l'école, ils ne sont pas au travail, ils flottent dans une sorte de no man's land social et le chiffre avancé est juste dingue. 4,3 millions de jeunes de 15 à 34 ans. 4,3 millions. Oui, c'est presque la moitié de cette classe d'âge. Mais c'est la population d'un petit pays. On part d'une génération sacrifiée, là. Le risque est clairement là. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est quand on regarde le profil de ces jeunes. On voit que les 2 tiers sont des femmes, souvent coincées à la maison sans aucune perspective d'émancipation. Et les hommes? Et surtout, 70% de l'ensemble sont considérés comme inactifs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont paresseux, attention. Ça veut dire qu'ils ont arrêté de chercher, ils ont baissé les bras. Ils sont découragés. Totalement découragés. Ce n'est plus juste un problème économique, c'est une blessure sociale très très profonde. Le diagnostic il est vraiment sombre. On a l'impression d'être dans une impasse. Et c'est là que le document il prend un virage à 180 degrés. Il nous dit en gros, vous cherchez la solution au mauvais endroit. Exactement. Ils déplacent complètement le projecteur vers une partie de l'économie que tout le monde voit, mais que personne ne regarde vraiment. Et il balance un chiffre. Oui, plus de 5 millions d'unités de production informelle, les UPI. Ce n'est pas une petite niche, hein. Le document les appelle la véritable colonne vertébrale de l'économie réelle marocaine. Attendez, 5 millions. C'est colossal. Mais concrètement, une UPI, c'est quoi? C'est qui dans la vie de tous les jours? C'est tout ce qui fait notre quotidien. On parle d'environ 1,2 million d'artisans. Le couturier du quartier, le menuisier, l'artisan du cuir. D'accord? On parle aussi de 1,1 million de petits commerçants, l'épicier du coin, le vendeur de légumes au souk. Il faut ajouter un bon demi-million de personnes dans le transport artisanal, tous les triporteurs qui livrent partout. Ah oui, on en voit partout.
et environ 300 000 personnes dans les petits métiers du bâtiment, le maçon, le plombier, l'électricien. C'est une véritable armée, quoi. C'est fou. Ces gens, ils font littéralement tourner le pays au jour le jour. Et ça m'amène à une phrase choc du document que j'ai noté. Ce que l'on voit partout est absent des politiques publiques. C'est ça, le nœud du problème. C'est le paradoxe central. Ces 5 millions de toutes petites unités, elles créent entre 60 et 80% des nouveaux emplois chaque année, sans aucune aide. 60 à 80%. Et oui, ce sont eux le principal amortisseur social du pays. Quand un jeune ne trouve rien dans une grande boîte, il va aider son oncle dans son atelier, il lance un petit business. Mais ce monde-là, il est totalement invisible pour l'État. Pas de soutien, pas de formation, pas de financement. On les considère comme un problème, l'informel. Voilà. Alors que le document nous dit, mais non, ils sont la solution. Donc l'idée de Takamul, si je résume, c'est de renverser la table. Au lieu d'attendre que la richesse des grandes entreprises ruisselle vers le bas, ce qui manifestement ne marche pas, Ce qui ne marche pas, non. on part de cette base-là, qui est immense et déjà solide. C'est exactement ça. C'est-à-dire, la plus grande richesse du Maroc, elle est déjà là. Elle est dans le savoir-faire de ces millions de gens. Le vrai défi, c'est de connecter ce monde-là avec l'autre grande richesse inexploitée du pays, sa jeunesse. Alors justement, comment on fait le pont? Comment Takamul propose de transformer ce potentiel un peu invisible en vrai moteur de croissance? Parce que sur le papier, la solution a l'air presque trop simple. L'idée est simple, oui, mais elle est très puissante. Il s'agit de créer une alliance, une complémentarité, d'où le nom, Takamul, Bien sûr. entre deux forces qui aujourd'hui s'ignorent totalement. D'un côté, on a les jeunes, les 15-34 ans, surtout ces millions de NEET. Ils n'ont pas forcément un savoir-faire technique, mais ils ont ce que le document appelle le capital numérique. Le capital numérique, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec un smartphone dans la main, en gros. C'est tout à fait ça. Ils maîtrisent les réseaux sociaux, le marketing en ligne, faire de belles photos, des vidéos, les paiements mobiles. C'est instinctif pour eux. D'accord. Et de l'autre côté? De l'autre, on a les seniors, les 40-65 ans, les maîtres artisans, les commerçants qui ont de la bouteille. Eux, ils ont le capital métier, le savoir-faire, le tour de main, la connaissance du client. Des décennies d'expérience. Et aujourd'hui, ces deux mondes ne communiquent pas. Pas du tout. L'artisan se fait manger par la concurrence en ligne et le jeune s'ennuie sur TikTok. Et Takamul propose de les faire bosser ensemble en binôme. C'est ça l'idée. Le jeune amène le 21e siècle à l'artisan et l'artisan, en retour, lui apprend un vrai métier. C'est une relation gagnant-gagnant. Prenons un exemple très concret pour que ce soit clair. Oui, volontiers. Un jeune NEET fait équipe avec un Mahelm, un maître artisan qui fait des babouches magnifiques à Marrakech. Le jeune va lui créer une page Instagram, une page Facebook, qui va prendre des photos pro de ses produits, faire des petites vidéos de la fabrication. Il devient son community manager en quelque sorte. Exactement. Il gère les commandes via WhatsApp, Business, il met en place un paiement en ligne. Et d'un coup, le marché de l'artisan, ce n'est plus sa ruelle, c'est le monde entier. Ses ventes peuvent exploser. Et pour le jeune NEET, le bénéfice c'est quoi à part une petite commission? Ah, mais c'est là que tout se joue. En passant ses journées avec le Mahelm, le jeune, il apprend le métier. Il apprend à choisir le cuir, à couper, à coudre. Il acquiert une vraie compétence technique. Il passe de NEET à apprenti. Voilà, apprenti, puis peut-être entrepreneur à son tour. Le senior, il modernise son activité pour survivre. Et le jeune, il trouve un chemin vers l'emploi et surtout vers la dignité. Le modèle ne crée pas un emploi à partir de rien. Il le modernise et il le démultiplie. C'est une belle idée, ça a beaucoup de sens. Mais est-ce que ça marche dans la vraie vie? Est-ce que ce n'est pas un peu utopique? Le document, il s'appuie sur des cas réels. Oui, et c'est le point fort de la démarche. Takamul, ce n'est pas une théorie sortie d'un laboratoire d'idées. Le document explique bien que le modèle est une synthèse de plusieurs success stories marocaines. Ah, ça c'est intéressant. Des histoires qui ont prouvé, chacune à sa manière, que cette approche, elle fonctionne. Et quels sont ces exemples? Il y en a 3 principaux. Le premier, c'est un exemple un peu historique. L'UGEP, l'Union générale des entreprises et professions. C'est une organisation qui, depuis des décennies, a réussi à structurer des métiers très populaires, très informels. D'accord. L'exemple le plus célèbre, c'est celui des bouchers. Ils ont travaillé avec eux pour mettre en place des normes d'hygiène, de traçabilité, de la formation. Ils ont transformé un métier de quartier en une profession organisée, respectée. Ils ont montré qu'on pouvait faire monter en gamme tout un secteur par la base. Ok, donc une preuve que la structuration par le bas, c'est possible. Et le deuxième exemple? Le deuxième est plus surprenant.
Il vient d'un géant industriel. Sonazid, le leader marocain de l'acier. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Sonazid avait un problème. Son approvisionnement en ferraille, sa matière première, dépendait de milliers de petits collecteurs informels, les Mikhala. Au lieu de les combattre, ils ont collaboré avec eux. Comment ça? Avec des partenaires comme la FMJE, la Fondation marocaine pour le jeune entrepreneur, ils les ont aidés à s'organiser en coopérative, à avoir un statut, de meilleures conditions de travail, et en retour, Sonazid a sécurisé sa chaîne d'approvisionnement. C'est un cas d'école où l'industrie moderne et l'économie populaire créent de la valeur ensemble. Ces deux exemples sont très forts. Mais vous avez dit qu'il y en avait un troisième, et le document laisse entendre que c'est le plus inspirant. Oui, c'est une histoire qui est incroyable sur le plan humain. C'est le programme Jabaliet, Jabaliet, oui. mené aussi par la FMGE dans le nord du Maroc. Il faut imaginer le point de départ. Des centaines de femmes qu'on appelait les femmes mulets, les hamalat, celles qui transportaient des marchandises à la frontière de Ceuta. Exactement. Un travail d'une pénibilité extrême, presque une négation de leur humanité. L'image même de ce Maroc à deux vitesses dont on parlait. C'est ça. Et du jour au lendemain, avec la fermeture de la frontière, elles ont tout perdu. Plus rien. Le programme Jabaliet n'a pas juste cherché à leur donner un autre petit boulot. Il est parti d'une ressource locale. Laquelle? Les plantes aromatiques et médicinales de leur montagne. Et de leur savoir ancestral sur ces plantes. Elles ont été formées à la distillation, à la production de cosmétiques naturels, au marketing. Elles sont passées de femmes mulets à chefs d'entreprise. En quelque sorte, oui. Elles ont créé leur propre coopérative, développé une marque, et aujourd'hui, elles vendent leurs produits. Elles ont retrouvé un revenu, mais surtout, et c'est le mot qui revient sans cesse, leur dignité. C'est l'incarnation parfaite du modèle Takamul. C'est une histoire magnifique. On prend un savoir-faire local, une ressource du terroir, et on le connecte aux compétences du monde moderne. Et ça crée une activité économique qui est durable et qui est digne. Ces histoires, surtout celles des Jabaliestes, sont vraiment très inspirantes. Elles prouvent que le modèle peut marcher à petite échelle, qu'il peut changer des vies. Mais en vous écoutant, la question qui vient tout de suite, c'est « Ok, c'est super, mais on parle de 4,3 millions de jeunes en difficulté. Comment on passe de quelques centaines de femmes à des millions de personnes? Comment on industrialise la dignité, si j'ose dire? C'est la question à 1 million de dirhams, c'est sûr. Et la réponse du document, elle tient en un seul mot, la territorialisation. La territorialisation. Oui. Fini le développement décidé à Rabat et appliqué partout pareil de Dakhla à Oujda. L'idée, c'est que chaque territoire a ses propres richesses, son propre pétrole vert. C'est-à-dire? Le nord a les plantes aromatiques. Le littoral, c'est la pêche artisanale, la valorisation des produits de la mer. Les villes impériales, comme Fès, c'est l'artisanat d'art. Le sud, le tourisme oasien. L'idée de Takamul, c'est de créer dans chaque région des écosystèmes productifs locaux. On connecte formation, production et marché, mais de manière spécifique aux atouts du territoire. Ça semble logique. Et c'est là qu'arrive l'objectif chiffré du programme, qui est énorme. Créer 100 000 emplois par an pendant 10 ans. Pour faire ça, il faut des outils, j'imagine. Absolument. Et le modèle s'appuie sur une infrastructure qui est déjà en train d'être déployée partout au Maroc. Laquelle? Les cités des métiers et des compétences, les CMC. Ce sont des grands centres de formation nouvelle génération. Le document les décrit comme le bras armé territorial de la vision Takamul. Donc les CMC deviennent les lieux où ces demandes peuvent se rencontrer? Précisément. Le maçon senior, avec ses 30 ans de métier, il peut venir à la CMC pour une formation courte sur les nouveaux matériaux. Et le jeune NIT peut y apprendre les bases avant d'aller sur le terrain en binôme avec ce même maçon. C'est le hub qui connecte tout. C'est ça. C'est là qu'on certifie les compétences, qu'on formalise la transmission, on connecte le savoir traditionnel à la technologie moderne, et ce, dans chaque grande région du pays. Donc, si on fait un peu le bilan de ce parcours, on est parti d'un constat très dur, celui d'un Maroc fracturé, avec une jeunesse sur le bord de la route. Oui, un diagnostic assez sombre. On a ensuite découvert cet immense potentiel ignoré des 5 millions de métiers du quotidien. Et on a exploré une solution qui semble cosy, très concrète, très humaine, basée sur ce mariage des savoir-faire et des territoires. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que les auteurs insistent, Takamul, c'est moins un programme économique qu'une vision de société. Une vision de société. Oui, une vision qui remet la dignité par le travail au centre de tout.
qui considère que la transmission entre générations, c'est le ciment social le plus solide, et qui parie sur la capacité du Maroc à construire sa prospérité sur ses propres forces. C'est une vision de souveraineté, en fait, qui commence par la base. Et la conclusion du document est, elle est presque un chaos. Elle nous laisse avec une question qui retourne complètement le problème. Elle est très puissante. Le document affirme que le Maroc a déjà tout pour réussir. Le talent des jeunes, le savoir-faire des aînés, les ressources de ses territoires et une ambition claire. La question laissée en suspens et sur laquelle c'est intéressant de réfléchir, ce n'est donc plus quoi faire, mais comment faire. Comment on transforme une vision aussi fédératrice en une dynamique collective, partagée par tous, des grandes institutions jusqu'aux plus petits artisans, à l'échelle d'une nation tout entière.